Et bonjour à tous et à toutes, ici du coup Monsieur Marié pour la correction du jour 2 du bac de physique-chimie en métropole. Et waouh, on est revenu sur un sujet classique. Ceux qui ont eu la physique au jour 2 quand même, vous êtes beaucoup plus chanceux que ceux qui l'ont fait le jour 1. Vous avez entendu que le jour 1 était assez difficile, assez long, assez atypique. Le jour 2, on a été classique, et fort heureusement d'ailleurs. Donc on commence ici avec l'exercice numéro 1. On a du coup une capacité, donc un dipôle RC. On connaît ça, c'est classique, une courbe de charge, pas de problème. Et ici, on vous demande en question 1 d'établir l'équation différentielle, vérifiée ci-dessous, par la tension UC au bord du condensateur. Donc, premièrement, vous devez poser votre loi d'Émail. La loi d'Émail, elle dit quoi? Elle dit que dans un circuit, toutes les tensions qui sont en convention générateur sont égales à toutes les tensions en convention récepteur. Ça veut dire que E est égal à UR plus UC, et vu que d'après la loi d'Ohm, un dipôle résistif voit sa tension égale à sa résistance fois son intensité qui la traverse, donc R fois I égale U, et bien on peut remplacer UR par R fois I, et donc ça vous donne que E est égal à R fois I plus UC. Sauf que vous savez que I, c'est la dérivée de Q par rapport à dt. Donc vous pouvez dire que R fois I, c'est R fois dQ sur dt. Sauf que Q, c'est C fois UC. Donc, vous pouvez dire que c'est R fois C fois D de UC sur dt. Et vous trouvez la relation que j'ai, hop, juste ici. Si vous remplacez du coup dans l'équation de base, vous voyez que E est égal à R fois C fois D de UC sur dt plus UC, mais la forme de l'équation différentielle qu'on veut que vous trouviez, c'est qu'il n'y ait pas de coefficient devant le terme dérivé. Donc il va falloir diviser le tout par RC, et vous trouvez que D de UC sur dt plus 1 sur RC UC est égal à E sur RC, et vous trouvez du coup bien le même dénominateur pour les deux, soit la lettre tau. En question 2, vous demande de déterminer l'expression de la constante A. Alors là, je reste un peu sur les fesses, c'est un truc qu'on n'a jamais demandé d'habitude, ça. Mais bon, soit. Donc A, vu que là, on vous donne la solution, A c'est fois 1 moins exponentielle de t sur tau, c'est égal à UC. Du coup, A, c'est égal à UC de t sur 1 moins exponentielle de t sur tau. Voilà. J'ai pas trop compris l'intérêt de la question, mais... Voilà, peut-être que là, au lycée, quand ils sortiront la correction, j'aurai une meilleure idée de ce qu'il est demandé, mais pour l'instant, elle y est pas. Donc, après tout, on me demande l'expression de la constante A, l'expression de la constante A, elle est là. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire là pour le coup. Question 3, on sait qu'à t égale tau, on a UC de tau est égal à 0,63 fois E. Et ça te démontre simplement par l'équation qu'il y a au-dessus, c'est qu'en fait, UC de t, quand t tend vers l'infini, vous voyez que en fait exponentielle de moins t sur tau ici tend vers 0, 1 moins 0 ça tend vers 1, et 1 fois A ça tend vers UC de l'infini, et UC de l'infini c'est E, donc A en fait c'est E. Voilà comment vous déterminez la constante A, mais on m'a demandé l'expression et on ne demandait pas à quoi c'était égal, donc à part dire ça je vois pas, l'expression de la constante A ça me paraît bizarre. Bref, exprimer en fonction de E la tension UC de tau au bord du condensateur à la date t sur tau, et bien ici il va falloir remplacer t dans l'expression de la solution par tau, et en fait vous trouvez que E de moins 1, 1 moins E de moins 1, ça fait en fait 0,63, et donc du coup UC de t c'est égal à 0,63 fois E. Voilà, comment on le trouve. Mais il n'y avait pas marqué de le démontrer, donc du coup le fait de le démontrer n'est pas obligatoire. Exprimez juste comme ça, sans justification, vous avez le droit de balancer la formule juste comme ça. Et vu que hier c'était un petit peu chaud niveau temps, j'ai préféré pas tarder parce que le sujet, même si c'était plus simple, il faut le traiter au plus vite possible. Question 4. Exploiter la courbe de la figure 3 et le résultat obtenu à la question 3 pour déterminer la valeur de la constante de temps tau du circuit. Alors ici, pour la démarche utilisée, vous tracez une tangente à t égale 0. Et en fait, la tangente à t égale 0, elle va couper l'asymptote horizontale, donc la courbe d'équation UC égale E, en un point, et l'abscisse de ce point en fait, est exactement la valeur du temps tau caractéristique de votre circuit. Voilà. Est-ce que je peux déplacer la bonne image, s'il vous plaît? Voilà. Tac, 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 tac. Et ce temps caractéristique, quand vous le zoomez un petit peu, il est égal à 70 microsecondes. Voilà.
en déduire une valeur expérimentale de la capacité C du condensateur. Bah, vous savez que taux c'est égal à R fois C, que C du coup c'est taux sur R, et en application numérique ça fait 70 fois 10.6 divisé par 1,0010 puissance 3, et ça vous donne 70 10.9. Voilà, 70 nanofarads. D'ailleurs, cette valeur, elle vous est confirmée juste en dessous, parce qu'on vous donne une valeur moyenne de 69,8 nanofarads, soit environ 70. Déterminer la valeur de l'épaisseur E limite du film alimentaire déduite de cette valeur moyenne. Alors on vous donne dans l'énoncé cette formule-là, ok, c'est égal à epsilon 0 epsilon R fois S divisé par E. Bah, il suffit de remplacer ER par E film de référence, pardon, ER du film qui est ici 2,3. Et ça, ça c'est ER, là vous avez, enfin epsilon R pardon, ça vous avez epsilon 0, le S par contre j'ai mis un moment à le chercher, et en fait vous l'avez ici, on vous dit que le film il est rectangulaire d'une dimension de 21 sur 28 en centimètres, donc vous faire 21 fois 28 pour avoir le S, et le E c'est ce que vous cherchez. Ok, donc vous posez que C c'est égal à epsilon 0 epsilon R fois S sur E film, donc E film c'est epsilon 0 fois epsilon R film fois S divisé par C. Vous remplacez et vous trouvez 17 micromètres, 1,7 10.5 mètres. Vous calculez en question 7, le 7 score, sachant qu'on vous donne la certitude type du film comme étant 1 micromètre, 1,0 micromètre. Et donc votre z-score c'est x moins x rêve divisé par 8x, donc 1,7 10.5 sur 7, moins 7,6 10.6 divisé par 1,0 10.6. Et ça vous donne 9,4. Et 9,4 c'est bien supérieur à 2. Alors attention ici, je me suis trompé, c'est pas 94, c'est 9,4. Je m'étais dit en le relisant qu'il fallait que je le corrige et je l'ai pas fait. Tant pis, je suis désolé, avant de le numériser, à côté c'est corrigé, mais je l'ai numérisé avant de la correction. Donc ici c'est 9,4, pas 94. Dans tous les cas, c'est supérieur à 2 et votre valeur, elle est complètement pas compatible avec la valeur de référence. C'est pour ça que juste après, vous avez pour expliquer l'écart observé. Et là, vous soufflez, vous êtes rassuré, la valeur de référence, en fait, elle est trop éloignée de la valeur expérimentale, c'est normal. Donc on vous dit en fait qu'il y a une épaisseur d'air qui est piégée, on vous donne une nouvelle formule qui est, waouh, grosse, ça peut faire peur, mais ça va. Et on vous demande d'envisager deux cas limites pour vérifier que l'expression littérale de la capacité d'un condensateur précédent dans les données est compatible avec celle d'au-dessus. Bon. Les deux cas limites, c'est quoi? Il y a un gros bruit chez moi. Les deux cas limites, c'est quoi? En fait, c'est soit E film est égal à 0, soit ER est égal à 0. Donc soit en fait, le film alimentaire il est tellement fin qu'on peut le négliger, soit l'épaisseur d'air est tellement fine qu'on peut la négliger. Et de là, du coup, on peut commencer à raisonner là-dessus. Donc si jamais on a... dis-moi mon équation, voilà, là. Si jamais j'ai ER qui est négligeable, c'est le premier cas limite que j'ai posé, alors la fraction ER sur epsilon R est égale à 0. Donc la somme qui est ici au dénominateur, en fait c'est E film sur ER film, enfin epsilon R film. Ça veut dire que si vous divisez par une fraction, c'est comme si vous multipliez par l'inverse, et donc ça vous ferait epsilon 0 fois S fois epsilon R film divisé par E film. Et c'est exactement la même formule qu'on avait avant. Donc du coup là ça va. Deuxième cas limite, maintenant c'est l'épaisseur du film qui est négligeable. Donc E film est égal à 0, ou proche de 0, ce qui fait que la fraction E film sur epsilon R film elle est égale à 0, ou proche de 0. Et donc la somme des deux, finalement, serait proche ou égale à l'épaisseur de la couche d'air divisée par epsilon R. Et encore une fois, sur le même raisonnement, vous allez trouver que epsilon 0 fois S divisé par epsilon, fois epsilon R divisé par ER est égal à C. Et ça ressemble, à peu de choses près, à l'expression que vous avez tout à l'heure, sauf qu'ici, au lieu d'avoir une couche de film alimentaire, vous aurez une couche qui sera d'air. Il n'y a que la valeur du coup d'epsilon qui va changer, mais sinon c'est la même tête. Voilà comment on se dépatouille avec ça. Question 9. Ah, pardon. J'ai changé de page alors que la question 9, elle était en bas. Voilà. Tac. La question 9, on dit dans ce modèle, terminer la valeur d'épaisseur d'air ER en considérant que l'épaisseur du film alimentaire est celle de référence. Et là, il va falloir traiter un petit peu votre relation. Donc, votre relation, elle donne quoi? Si vous balancez votre epsilon 0 S de l'autre côté, ça fait C' divisé par epsilon 0 fois S.
Et si vous inversez pour avoir, au lieu d'avoir 1 sur les deux fractions, bah vous avez la fraction en haut, bah ça vous donne que epsilon 0 fois s divisé par c' est égal à la somme des deux fractions. De là, la deuxième fraction, elle part de l'autre côté avec un coefficient moins au lieu de plus, pardon, un coefficient n'importe quoi, un signe moins au lieu de plus, et vous avez que, comme il est marqué ici, ben, l'épaisseur de l'air divisée par la constante epsilon r bah, est égale à epsilon 0 fois s divisé par c', moins la fraction épaisseur du film, moins epsilon r film. Et donc vous avez que epsilon, enfin que l'épaisseur de l'air, c'est égal à epsilon r fois ben, ce que vous aviez avant. Numériquement, ça vous donne quoi? Bah, vous appliquez, vous avez le calcul qui est décrit juste ici, je ne vais pas le lire, ça sert à rien. Et vous avez du coup une épaisseur d'air de 4,2 10-6 mètres, donc 4,2 micromètres. On vous demande de commenter la question 9, et je ne l'ai pas fait, donc my bad, il faut le faire. 7,6 micromètres, du coup, pour la valeur de référence et 4,2 micromètres pour l'air, bah en fait l'air c'est pas négligeable quoi ici. Donc là on peut pas trop négliger, c'est bizarre d'ailleurs. Donc bon, ça se voit que ici, vu que c'est pas négligeable, la formule que vous avez prise tout à l'heure et la valeur que vous aviez en valeur de référence, bah, ça explique en fait votre écart. Et ça explique pourquoi votre valeur tout à l'heure, en négligeant l'air, en fait, était beaucoup trop éloignée, donc le z-score de 9,4, souvenez-vous, de la valeur de référence. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on fait ça. Et l'épaisseur de l'air à 4,2 micromètres confirme bien qu'on a eu tort, en fait, de négliger l'épaisseur de la couche d'air emprisonnée entre l'aluminium et le film alimentaire, qu'il faut toutes les données, en fait. Enfin, qu'il faut tous les calculs. Voilà ce qu'il fallait commenter. Question 10. Alors question 10, on vous dit que en fait on peut aussi mesurer l'épaisseur du film par pesée. Et on vous dit que la masse volumique du film est tant, que la largeur elle est de 29 cm, la longueur de 30 mètres, et que la masse du film est de 70,56 grammes. Bon en fait si je regarde, ρ film c'est égal à m film divisé par v film. V film c'est quoi? C'est L fois grand L fois E film. Donc E film finalement c'est égal à la masse divisée par largeur fois longueur fois masse volumique. Bon on applique numériquement et on trouve 6,4 micromètres. En fait on est encore plus loin de la valeur de référence qu'avec la capacitométrie. Comment on dit? Attendez, faut que je le dise correctement quand même. Par la capacimétrie, pardon. Donc ça c'est la mesure de l'épaisseur du film par l'étude de la capacité. Ok, capacimétrie. Ici, par pesée, et on se rend compte que par pesée, c'est encore pire. Donc on va trouver une autre méthode, qui est celle par interférométrie. Et là, ceux qui n'aiment pas les interférences, désolé. Pourtant, hier, dans le commentaire, on m'a demandé ce qui pouvait tomber. On a dit de réviser plein de choses, et moi, je vous ai dit interférence. Pas à négliger, finalement, ça m'a donné raison. Question 11. Précisez la relation entre delta, la différence de marche, et lambda, la longueur d'onde de vos deux ondes arrivant sur le même point. Eh bien, dans le cas d'interférence constructive, comme est demandé dans la question 11, il faut que delta soit égal à k fois lambda avec k appartenant à l'ensemble z. Là, je fais plaisir aux matheux, je ressens un peu mes maths là. Donc k doit appartenir à l'ensemble z, c'est-à-dire que k doit être entier, mais il peut être négatif. Ça, c'est pas impossible. Quand vous faites l'expérience des fentes de Young, en fait, vous avez le point central qui est au milieu, en fait, de vos deux sources, qui répondent sur une différence de marche nulle. En fait, vous avez un côté qui est positif et un autre côté qui est négatif, et votre cas, du coup, peut être négatif quand vous partez dans le sens opposé de l'axe que vous avez dirigé. Donc ici, la relation entre delta et lambda doit être d'une proportionnalité moyennant un facteur k où k est entier. Voilà, pour un destructif, bien sûr, c'est k fois lambda plus 1,5. Enfin, k plus 1,5 fois lambda, plutôt. Sur ce, on vous demande de préciser en question 12, en justifiant et sans calcul, le phénomène observé lorsque le rapport bêta fois E limite divisé par lambda est un nombre entier. Alors, vous avez que P est égal à bêta E limite, E film, pardon, divisé par lambda plus 1,5. Ça veut dire que si jamais tout ça, le premier terme là que je montre avec la souris, si tout ça est entier, alors cet entier plus 1,5 fera un nombre en virgule 5.
Donc P sera un nombre en virgule 5. Or, on vous a dit que P était défini comme le rapport delta sur lambda. Donc ça veut dire que le rapport delta sur lambda doit être égal à K. Vous vous souvenez, le coefficient de proportionnalité qu'on a balancé en question 11. Donc en fait, votre P et votre K, c'est la même chose. Ici, on l'a appelé P. Donc si votre facteur de proportionnalité entre delta et lambda est égal à 1 entier plus 1 demi, alors vous êtes dans le cadre d'une expérience où le phénomène observé sont des interférences destructives. Tout simplement. Question 13. On vous demande de dire l'origine des maxima d'intensité dont certains sont entourés en pointillés, donc les machins qui sont là. Donc ça, c'est votre onde incidente, ok? Et là, vous avez des pics qui sont supérieurs en intensité par rapport à l'onde incidente. Et des creux qui sont inférieurs en intensité par rapport à l'onde incidente. Eh bien, c'est simplement, en fait, le spectre de lumière qui est capté par la fibre optique après le phénomène d'interférence. Pour certaines longueurs d'onde, bah, en fait, le lambda va représenter, par rapport à la différence de marche, bah, une relation de proportionnalité, moyennant un facteur K qui est, enfin P ici, qui est entier. Et donc là, bah, vous avez un maximum. Par contre, dans les creux, bah, vous allez voir que vous allez avoir une relation de proportionnalité, mais à un demi près. Et c'est là où vous avez l'interférence destructive. Ok ? Donc ces maximums d'intensité bah, sont en fait des maximums qui correspondent aux différentes longueurs d'onde où l'interférence entre l'onde bah, qui a été réfléchie directement et l'onde qui a traversé le film alimentaire puis a été réfléchie, bah, c'est là où les interférences ont été constructives. Question 14. Indiquez en justifiant si les résultats expérimentaux sont cohérents avec la relation 1. Bah, ici, on vous dit que P est égal à bêta fois E film divisé par lambda plus 1 demi. Donc ici, en fait, si je remplace P par Y et si je remplace 1 sur lambda par X, ben, j'ai une formule de type affine. Donc P est égal à A fois X plus 1 demi plus B. Donc B c'est 1 demi. Et on a B comme étant 0,51. Ça va. Et ici, votre A, bah en fait, ce serait bêta fois E film. Et bêta fois E film, ça correspond à 22 443. Ça a l'air d'être cohérent. En tout cas, je dis pas que c'est bon. Je dis pas que c'est ça. Je dis pas que c'est juste. Mais c'est cohérent en tout cas. On a bien une affine. Si on avait une exponentielle, ce serait pas cohérent. Ok ? Voilà. Voilà ce qu'on demandait. Question 15, étude de ces valeurs, pardon, de ces mesures, la valeur de l'épaisseur E film du film alimentaire, sachant que dans les conditions d'expérience, bêta égale 3,02. Alors ici, bah, vous posez que bêta fois E film est égal à 22 443, et c'est en nanomètres, attention, parce que vu que P est sans unité, ben en fait, le 0,51 doit être sans unité. Lambda est en nanomètres, 22 443 doit être en nanomètres. Alors ça veut dire que E film est égal à 22 443 divisé par bêta, donc 22 443 divisé par 3,02, et ça vous donne une épaisseur de 7,43 micromètres. Et là par contre le Z-score il est bien balèze. Hein. Donc ici l'interférométrie, elle est ultra précise pour mesurer la valeur de l'épaisseur de film alimentaire. D'ailleurs elle est bien plus précise de la valeur de référence que la méthode par pesée et que la méthode par capacimétrie. Ok ? D'ailleurs, j'ai mis capacimétrie. Oui, c'est bon, capacimétrie. On passe du coup à l'exo 2. L'exo 2, que dit-il ? Ah bah j'y étais. Ok, on est là. Hop, la page en entier. Donc ici, on vous demande, PAF, de proposer un protocole permettant de préparer une dilution d'eau de Quinton, je sais pas, isotonique à partir de l'eau de Quinton commercial. Voilà, on va l'appeler l'eau de... L'eau. Je sais pas comment prononcer ce truc. Bref, on s'y intéresse. Donc, protocole de dilution. Déjà, il faut savoir par combien je dilue. Et on nous dit ici qu'on dilue par un facteur 5. Deuxième chose, il me faut le volume final. Le volume final, il est de 100 ml. Bon, bah voilà. 100 ml, ça veut dire que ma fiole jaugée doit faire 100,0 ml. Si je dilue par 5 fois, ça veut dire que 100 divisé par 5, il me faut une pipette jaugée de 20 ml. Et après, il y a toute la... Bah, il y a le bouchon de la fiole jaugée, il y a la propipette, enfin bref, on va pas s'embêter avec tout ça. Hein. Pour faire votre protocole de dilution, vous dites allez d'une pipette de 20 ml, 1,0,
je l'ai marqué sur la copie, mais soyez précis, à l'aide d'une pipette de 20,0 ml, prélever 20,0 ml et les insérer dans une fiole jaugée de 100,0 ml. Avec une pincette d'eau distillée, on remplit jusqu'aux 2/3, on bouche, on homogénéise, on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on bouche, on homogénéise, fin. Voilà. Mais ça, vous commencez à comprendre parce qu'à tous les sujets, vous avez un protocole de dilution. D'ailleurs, aux ECE, si vous êtes tombé sur de la chimie, vous avez dû avoir un protocole de dilution également. Vérifier le caractère isotonique de la solution ainsi préparée. En fait, le caractère isotonique, c'est quoi? C'est si ma concentration en ion chlorure, elle est entre 110 et, entre 100 et 110 mmol par litre. Bon, on y va. Quelle est la concentration de l'eau bretonne là? Elle est de 19,4 grammes par litre. Ça déjà, je vais le transférer en mol par litre. En mol par litre, ça me donne, comme marqué juste ici, 5,46, 10,1. Je vous rappelle que Cm égale Cm. Cm, concentration en masse, est égal à C, concentration en mol, fois M, la masse molaire. Ça veut dire que si je dois avoir Cφ, Cφ elle est de combien d'ailleurs? Cφ elle est égale à 19,4 divisé par 5, ou 5,46 10-1 divisé par 5. Ce qui me donne du coup 1,09 10-1 mol par litre. Et ça en millimol par litre, ça me donne 109. 109 c'est bien compris entre 100 et 110, donc ma solution elle est bien isotonique. C'est ça qu'il fallait du coup écrire. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation mise en jeu au cours du titrage. On a des Cl- dans la solution et on va l'approximer à une solution de NaCl, donc Na+, plus Cl-. Et ça, on le dose par du nitrate d'argent, donc Ag+, plus NO3-. Ok? Donc ici, les deux qui réagissent, c'est qui? Il faut que Cl- réagisse, donc on a mis quelque chose qui va faire réagir Cl-, et c'est Ag+, qui va réagir avec. Selon la réaction, Cl- AQ plus Ag plus AQ donne AgCl. Attention, le AgCl, il n'est pas soluble dans l'eau, il précipite. C'est marqué ici. Et c'est marqué là. Donc vous mettez bien solide pour l'état physique du chlorure d'argent. Question 4, on vous demande... Là vous avez vu du Python, vous avez dû paniquer. Moi aussi j'ai fait des grands yeux, mais en fait le Python il est vraiment très light dans ce sujet. On remerciera d'ailleurs celui qui a fait le sujet. Identifiant en justifiant les espèces A, B, C et D parmi Na+, Cl-, NO3- et Ag+. Donc là pour ceux qui n'ont pas identifié la réaction, franchement... on vous la donne. Au bout d'un moment, faut la prendre quand même. Hein. Donc là, ici, c'était quand même bien rappelé. Il y a toujours des réponses aux questions précédentes dans les questions suivantes. Là, franchement, c'est donné. Donc ici, entre A, B, C et D, qui est Na+, qui est Cl-, qui est Na3- et qui est Ag+. Ici, déjà, la première chose que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y en a une qui est constante. Donc ça veut dire que celui qui est spectateur et dans le bécher, vu qu'on rajoute rien dans la burette lui appartenant, lui, il reste constant. Qui c'est? C'est Na+. Ça, c'est facile. Qui du coup augmente de manière constante là comme ça, mais qui part de 0, c'est les spectatrices, mais dans la burette, qui va augmenter à chaque millilitre. Donc ça par contre, c'est un NO3-. Donc c'est l'autre ion spectateur. Et maintenant, je vais m'intéresser aux réactifs. Il y en a un qui commence dans le bécher et qui diminue au cours du temps. C'est l'espèce qui est titrée. Donc ça, c'est Cl-. Et celle qui reste à 0 jusqu'à volume équivalent, et ensuite qui monte, parce qu'on a passé l'équivalence, c'est l'espèce titrante dans la burette, soit AgCl. AgCl, n'importe quoi, Ag+. Question 5. Donnez l'expression de la ligne 15 du programme Python permettant de calculer le volume équivalent, le volume à l'équivalence noté VE, en fonction de C1, C2 et V1. Et là, j'ai bugué parce qu'en fait, C1, C2, ils n'existent pas dans le programme Python. Ils sont marqués CA, CB, CC et CD. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce que si je marque dans VE, là, C1, C2 et V1, elle va pas comprendre. Et là, il fallait aller juste au-dessus. Dans ce programme, on utilise la notation suivante. C1, C2, V1 et V2. Ok. Donc VE, c'est quoi? C'est la concentration de la solution titrée fois le volume de la solution titrée divisé par la concentration de la solution titrante. Ok? Donc ici, il fallait répondre que c'était C1V1 divisé par C2. Attention, bien respecter les underscores, sinon le programme, il comprendra rien. En utilisant les résultats de la simulation de la figure 2, expliquer l'évolution de la conductivité mesurée au cours du dosage. Et là, il va falloir aller chercher l'annexe. L'annexe qui est ici. En fait, vous avez d'abord une décroissance. Pourquoi une décroissance? Parce que avant équivalence, en fait,
ben, vous n'avez pas d'Ag+. Le Cl- il est en baisse, ça on l'a vu, hein, dans votre programme Python, on vous le dit. En fait, Ag+, il est là, il est tout constant. Cl-, il est en baisse, et d'ailleurs il est en baisse constante. Na+, il reste pareil, et vous avez juste NO3- qui monte. Donc si je veux regarder avant mon trait vertical que je simule avec la souris, bah en fait vous avez Na+ qui est constant, Ag+, il est constant et nul, et en fait vous allez remplacer un Cl- par NO3-. Il va falloir comparer en fait les lambda. Les lambda qui sont les coefficients de conductivité molaire ionique. Donc ces lambda, ça représente à quel point Cl-, Ag+, etc. sont efficaces pour transporter le courant. Et ici, bah, Cl-, il est efficace à hauteur de 7,63 10.3, alors que NO3-, il est efficace à hauteur de 7,14 10.3. Donc à chaque fois que je remplace un Cl- par NO3-, je perds un petit peu de conductivité, et c'est pour ça que ma conductivité générale dans le sujet, bah en fait, va diminuer jusqu'au volume équivalent. Donc jusqu'au volume équivalent, ma conductivité elle baisse, et c'est normal. Après équivalence, par contre, bon bah je vois bien que Ag+, là, il est en hausse, Cl-, il est constant et nul, Na+, il est constant, et NO3-, il est en hausse. Donc du coup, tout le monde augmente. C'est-à-dire que si j'augmente à la fois ma quantité d'ions, mais mon nombre de types d'ions, en fait, j'ai un type d'ion en plus par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais que Cl- et... Enfin, j'avais plus que... À l'équivalent, j'ai plus que Na+, et NO3-. Et maintenant, j'ai Ag+, en plus qui va faire le job. Donc du coup, bah forcément, bah, la hausse, elle est très nette et marquée. Ça, c'est normal. Voilà comment il fallait, du coup, réagir par rapport à ça. On va revenir là. Exploiter des résultats expérimentaux pour déterminer la concentration en masse C quinton des ions chlorure dans l'eau de quinton. Bon, là, je me suis frotté un peu la tête. Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de difficulté. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pensé à un piège au début, je me suis dit, bizarre. Facile quand même. Et en fait, non, c'est volontairement facile. Donc ici, bah, graphiquement, bah, vous trouvez VE. Donc VE, bah, vous le tracez. D'ailleurs, au lieu de balancer l'annexe vierge, je vais vous montrer comment on fait, ce sera un peu plus simple. Donc l'annexe ici, hop. Donc l'annexe, bah, vous tracez les deux droites, ok. Et en fait, vous remarquez qu'il y a un point au-delà de 18,5, bah, en fait, qui dans les choux, quoi. Ce point-là, ça m'a fait bugger. J'ai bien révisé mes droites, et en fait, non, ce point ne peut pas être graphiquement acceptable. Donc on va, et ça c'est la capacité de la physique par rapport aux maths, c'est que ce point, on va l'ignorer, et on va faire comme s'il n'existait pas. Et donc mon croisement, il est à 18,5 en millilitres. Donc déjà, je dis que mon volume équivalent, il est à 18,5. Ok. Donc s'il est à 18,5, VE égale 18,5, et donc C de quinton, bah, c'est égal à C2 fois VE divisé par V1, 3,0010-1 fois 18,5 divisé par 10, ça me donne 5,55 10-1 mol par litre. Voilà ce qu'il fallait trouver. L'incertitude type, du coup, ben moi j'ai trouvé que en remplaçant tout, ça me faisait 1,5 10-2 en mol par litre. Le truc, c'est que l'incertitude, c'est toujours un seul chiffre, donc on arrondit à 2 en 10.2. Et ça veut dire que ma concentration que j'avais tout à l'heure, je dois la retoucher, parce que si mon 2, il touche le deuxième chiffre après la virgule, donc le chiffre des centièmes, je n'ai pas le droit de rendre un résultat avec un chiffre des millièmes. Ça n'a aucun sens. Donc mon C quinton, là, je suis obligé de le redéfinir comme étant 5,5 plus ou moins 0,2 10-1. Ok. Ça, je note X. UX, c'était le 2 10-2. Et en sachant que la valeur de référence était 5,46 10-1, qu'on a trouvé en question 2, remonter un petit peu la vidéo, et bien ça me permet de calculer le Z-score. Le Z-score ici, c'est x moins xref divisé par UX, donc 5,5 moins 5,46 divisé par 0,2, et ça me donne 0,2, ce qui est inférieur à 2, donc ma mesure, elle est bien compatible avec la référence. Exercice 3, un petit peu d'organique, ça nous avait manqué. Nommez le groupe caractéristique entouré sur la représentation topologique du géraniol. Alors, son géraniol ici, ça, c'est un groupement hydroxyle. Attention, c'est pas un groupement alcool. C'est un groupement hydroxyle qui
est caractéristique de la famille des alcools qu'on vous montre juste après. Et la topologie que EG, là, en dessous, bah ça, c'est un ester. Voilà, c'est un groupement ester, et ça code pour la famille des esters. On n'a pas trouvé d'originalité dans le nom du groupe. Donc, groupement ester et famille des esters. Ok. Sur la correction officielle, qui vient de tomber, je suis en train de la consulter en même temps, il y a marqué famille des esters. Famille des alcènes, pardon. Non. Non. Ça, c'est pas un organisien. Alors, en chimie organique, en fait, quand il y a plusieurs fonctions, soit ça porte un nouveau nom, comme carboxylique par exemple, vous avez un alcool et un aldéhyde portés sur le même carbone, bah ça donne une nouvelle fonction. Donc soit ça s'appelle une nouvelle fonction, soit il y en a une qui est prioritaire sur l'autre, ça c'est pour un peu de supérieur, et en fait l'alcène n'est ni prioritaire sur l'ester, ni prioritaire sur l'alcool. Donc du coup, en fait, l'alcène sera considéré comme une insaturation et comme une formule, enfin, comme une fonction secondaire. Donc ici, la vraie famille, c'est alcool et ester. Si vous avez marqué les deux, ça ne sera pas compté faux. Si vous avez marqué que alcène, c'est faux. Si vous avez marqué que alcool, que ester, c'est juste. Question 2. Attribuer en justifiant le spectre infrarouge représenté en figure 1 à la bonne espèce chimique parmi celle-ci ou celle-là. Et bien ici, vous avez déjà un pic qui est là à 1750. Ça, c'est une CO. Ça, c'est une doublaison CO. Ça peut être... Là, c'est pas assez bien résolu le spectre. C'est pas assez bien zoomé. Donc, on peut pas savoir si c'est un CO d'un carbonyle, cétone, aldéhyde, si c'est un CO d'un carboxylique ou si c'est un CO d'un ester. Ou même d'un amide. Amide, j'ai jamais vu, donc je sais pas combien il sort. Peut-être il sort pareil. En tout cas, c'est pas l'un des 4 que j'ai cité. Enfin, ça peut être l'un des 4 que j'ai cité. Donc, soit aldéhyde, soit cétone, soit carboxylique, soit ester. Et là, vous avez un deuxième groupe. Et ici, en général, quand on a un pic assez intense comme ça, en longueur de pic, vers 3000, on attend un OH. Sauf que ici, c'est pas un OH. Un OH, il est très très large en termes de... en horizontal. Donc ça, c'est pas un OH, il aurait dû commencer à partir de là et descendre en faisant une fonction, vous savez, un petit peu x2. Et ça, du coup, ça, c'est pas un alcool. C'est pas un carboxylique non plus. Même si ça aurait pu ressembler. Parce que le truc en pic comme ça, c'est assez caractéristique. Mais non, c'est pas un carboxylique non plus. Parce qu'il est pas assez large. Carboxylique, c'est plus large que ça. Et ici, ça correspond juste à des liaisons CH. Je vois pas d'autres explications. Donc ici, vous avez un CO et des CH. Vous n'avez pas de OH. Ça, par contre, je suis formel. Il n'y a pas de OH sous aucune forme. Donc ça peut pas être la formule 1. C'est forcément la formule 2. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai marqué. Question numéro 3. Ah, de l'organique mécanistique. Il est content, le chauve. Rappelez la définition d'un catalyseur, puis identifier en justifiant l'espèce chimique qui catalyse la réaction d'estérification. Alors ici, votre catalyseur, c'est une espèce chimique qui réagit en général au début des étapes du mécanisme et qui est reformée à la fin des étapes du mécanisme. Donc qui réagit, mais qui est reformé, qui est régénéré, on dit même. Donc qui ne rentre pas dans l'équation de bilan, mais qui permet d'accélérer la transformation. En fait, sans cette étape-là, ça irait beaucoup plus lentement. Et c'est exactement le rôle que va jouer H+, ici. Il va être consommé au cours de la réaction 1, de l'étape 1 pardon, de la réaction, et il va être régénéré au cours de l'étape numéro 5. Donc ici, bah, c'est bien H+, qui catalyse la réaction, et d'ailleurs vous allez voir dans le protocole après en question 6, qu'ici en fait, H+, il est introduit grâce à 2 gouttes d'acide sulfurique concentré. Donc ça ramène quand même sur pas mal d'annales qui font exactement la même formulation. La question 5 vous demande de donner la formule bout de l'espèce chimique notée A dans l'étape 4. Qu'est-ce qui se cache derrière ce A? Bah, quand vous regardez ici, le carbone central là, qui est lié à 3 oxygènes, ici il est lié plus qu'à 2. Cet oxygène qui est en haut, c'est lui. L'oxygène qui est en bas là, en OR, c'est lui. Donc il manque cette liaison là qui a été rompue. Cette liaison là a été rompue,
et elle a été même remportée par l'atome le plus électronégatif entre C et O, et ça, je vous l'apprends pas, c'est O. Donc du coup, vous prenez cette liaison, vous la balancez sur O, il reste quoi? Il reste O avec 2 doublés non liants et 2 liaisons, donc il n'y a plus de charge. Avec 2 liaisons avec un H au bout, ben ça, chez moi, ça s'appelle de l'eau. Donc votre A, c'est H2O. Et quand on vous demande de donner ensuite l'équation de la réaction d'estérification entre le géraniol et l'acide éthanoïque, bah vous avez géraniol plus acide éthanoïque donne éthanoate de géranil plus de l'eau. Ce qui, en version un peu plus courte, parce qu'on vous l'a donné, bah ça fait G plus CH3COH donne EG plus H2O. Vous aviez le droit de marquer ces abréviations parce qu'elles sont données par le sujet, sans avoir à les définir du coup. Sinon, il aurait fallu définir. Question 6. Quel est l'intérêt de la chauffe dans la réaction? Bon, bah, c'est un facteur cinétique, hein, ça permet de rester 2 jours devant la réaction. Et déjà, regardez, à 55 degrés au bain-marie, déjà, il faut rester 2 heures devant. Donc, le facteur cinétique, heureusement qu'on chauffe. Hein. Donc, indiquer l'intérêt de chauffer le mélange, bah, c'est d'accélérer la vitesse de la transformation. Enfin, d'accélérer la vitesse de réaction. Question 7 indiquant en justifiant la position relative et le contenu des phases dans l'ampoule à décanter. Bah, l'ampoule à décanter, bah, vous allez avoir la phase aqueuse qui est au-dessus, contenant l'éthanoate de géranil synthétisé et le géraniol restant, parce que les deux sont insolubles dans l'eau et que les deux ont une densité qui est inférieure à celle de l'eau. Ça, vous l'aviez dans les documents qui sont ici. Donc la densité du géraniol et la densité de l'éthanoate de géranil sont de 0,89 et 0,92. Donc vous avez une valeur en moyenne entre les deux. Et il faut savoir que le géraniol, en fait, même s'il a une fonction OH qui est polaire, la majorité de la molécule, quand même, c'est du CH. Et donc la majorité de la molécule est apolaire. Ça va pas dans l'eau. Ou très difficilement. Et dans tous les cas, je pense que vous rajoutez de l'eau salée à la fin, non? Même pas. Il n'y a même pas besoin. Donc ça veut dire que c'est hautement insoluble dans l'eau, je pense. Bref, ce qu'il y a en bas, du coup, bah, il reste quoi? Bah, il reste une solution aqueuse hydroxyde de sodium. Bah ça, désolé, mais ça concerne la phase... Pardon, je suis à mauvaise ligne. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, donc là... Qui contient l'acide éthanoïque restant et l'eau. Bah acide éthanoïque et l'eau, bah leur densité c'est de 1, donc les deux ils sont en dessous. Et ça c'est bon. Acide éthanoïque d'ailleurs qui est très bien solubilisé dans l'eau. C'est du vinaigre. Hein. Donc ça solubilise bien dans l'eau. Question 7, c'est bon. Il me restait la question 8. Vérifier par le calcul que l'acide éthanoïque et le géraniol sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors ça, c'est une question que je pourrais limite reprendre l'année prochaine pour mes secondes. Tellement qu'elle est simple. Vous vérifiez bah, ici avec N égale M sur M. Bah, que ça fasse bien 5,0 10-2 mol. Et pour l'acide éthanoïque, on vous donne le volume ainsi que le volume qui est ici, VA, et la concentration CA qui est là, donc du coup ça fait CA fois VA, donc 1,0 fois 50 fois 10.3, soit 5,0 10.2 mol par litre, pardon, mol, donc c'est bon. D'ailleurs j'ai appelé cette valeur X max, pour après. On va voir, ça va être intéressant. Question 9, écrire l'équation de la réaction sur du titrage, donc on a mis l'acide éthanoïque restant avec une solution d'hydroxyde de sodium. Acide éthanoïque, soude, acide base. Donc du coup ici c'est CH3COH plus H-. Le tout aqueux donne CH3CO- plus H2O. Et là c'est simple flèche parce que vous êtes sur une réaction de titrage. Donc elle est forcément choisie comme étant rapide, unique, mais aussi totale. Ok. On vous demande ensuite de déterminer en explicitant la démarche la quantité de matière d'acide éthanoïque restant dans le milieu réactionnel après 2 heures de chauffage. Bon bah ici j'ai pas ma méthode de la dérivée, ça me fait suer d'ailleurs. Donc j'ai dû tracer mes tangentes pour faire la méthode de la tangente. Et la méthode des tangentes me donne un volume à l'équivalence d'environ 33 ml. Ok. Donc faites vos deux tangentes là, tac. Tac, vous prenez le milieu, tac, ça coupe la courbe que vous modélisez, bien entendu, et ça coupe environ à 33 millilitres. C'est-à-dire que si, à l'équivalence, j'ai égalité entre la masse d'acide restant, donc j'ai marqué N acide R, mais je me suis dit, après ça va être flou à
à la photo, je l'ai marqué en toutes lettres à la ligne qui est ici. Donc N acide restant, c'est égal à la quantité de matière d'H-. Donc c'est BVE. D'ailleurs, vous pouvez reprendre CaVA, mais ça n'a pas trop d'intérêt vu qu'on l'a calculé au-dessus. La quantité d'acide restant, du coup, c'est quoi? D'ailleurs, c'est pas CaVA. N'importe quoi. Donc là, le CaVA sur la correction, vous l'enlevez. C'est faux. Donc N acide restant, c'est égal à CB fois VE, et c'est égal à 1,0 fois 33 10-3, soit 33 10-2 mol par litre. Non, mol, toujours. Toujours mol. C'est une quantité de matière, il n'y a pas de concentration. Et ça, du coup, c'est équivalent à 5,0 10-2 moins XF. Ok? Et là, ça vous donne 1,7 10-2, ce que je vais réutiliser dans la question suivante. Déterminer le rendement état de la réaction d'estérification. Ben, état, c'est XF. Donc 5,0 moins 3,3, le tout 10-2, divisé par X max, 5,0 10-2, et je trouve 34%. Question 11. On demande de déterminer le nombre maximum de pulvérisation d'un parfum qu'une personne d'une masse de 65 kg peut s'effectuer sans se mettre en danger et commenter. Alors cette question, elle m'a fait un peu bugger de par son résultat. Et vous allez voir pourquoi. Alors ici, la dose de géraniol. Ah, j'ai oublié une question. Il y avait un truc sur l'annexe aussi à faire. Attendez. J'ai oublié une question. Oui, la question 4, je ne l'ai pas faite. Je suis désolé. Donc, pour tous ceux qui vont commenter et qui vont voir jusqu'à la fin, ben, vous pouvez enlever votre commentaire. Je le fais maintenant. Pour l'annexe en question 4, en fait, voici comment il faut procéder. Alors, en fait, ici, vous voyez... Côté. Je vais le mettre en dessous l'annexe, tiens. Vous voyez ici que bah, le O qui est doublement lié au C, donc celui-là, il va avoir un H qui est greffé. Et c'est toujours celui qui a le doublé d'ion qui attaque celui qui a la charge plus. C'est toujours celui qui a les électrons qui attaque celui qui n'en a pas. Donc la flèche courbe part de O et elle va jusqu'à H+. Ensuite ici, bah, on voit que le C qui est là, c'est ce C qui est ici. Vous voyez que ce C il est lié à un CH3, un OH, un OH, et là vous voyez CH3, OH et OH. Donc en fait le O plus RH, c'est lui. Donc il y a une liaison qui se crée entre le C et le O, entre ce C et ce O. Qui possède les électrons? C'est le O. Qui est delta plus? C'est le C. Pourquoi? Parce que C, il est lié une fois à un O, donc déjà il y a une liaison polarisée qui n'est pas à son avantage, et ensuite il est doublement lié à un O qui en plus est chargé plus, donc il est en déficit d'électrons, il va encore plus les attirer à lui. Donc en fait le C se fait triplement griller, ces électrons. Donc le C il est méga delta plus, et les O sont delta moins. Donc ici, le O va attaquer avec son doublé au niveau de ce C, et ce C qui va du coup avoir la création d'une liaison supplémentaire, vu qu'il est déjà full, il a déjà 4 liaisons, et ben il va libérer cette double liaison pour la transformer en simple, et ce doublé là, il va être uniquement récupéré et exclusivement récupéré par l'oxygène, ce qui fait qu'il va monter à 2 liaisons et 2 doublés non liants, et ça va le faire passer sous la forme sans charge formelle, sans plus. Alors que le O qui était ici, lui il a deux liaisons, et il y a un doublé non liant qui va devenir une liaison, donc il va passer à 3 liaisons pour un seul doublé non liant, et c'est lui qui va récupérer la charge plus. Ok ? Pour l'étape 5, là vous voyez que le O qui est ici, il finit tout seul, alors que quand il est là, il est lié à H. En fait c'est la réaction inverse de celle qui est ici. C'est la réaction inverse de la 1. Donc du coup, au lieu que ce soit le O qui va chercher le H, en fait c'est la liaison entre O et H qui va être récupérée par l'oxygène. Et le H va être libéré sous forme d'H+. Ok ? Voilà pour la question 4, je suis désolé de l'avoir oublié pour ceux qui n'ont pas suivi. Désolé. On se replonge dans la question finale, la question 11, qui donne la pulvérisation du parfum. Alors, premièrement, on dit que le géraniol, on ne peut pas avoir plus que 17,75 mg par kg de masse corporelle. Si la personne elle pèse 65 kg, ça veut dire qu'elle peut mettre 65 fois 17,75 mg. Donc, première chose que j'ai calculée, c'est le grammage qui correspond à cette personne. Cette personne de 65 kg, du coup, elle peut se mettre
jusqu'à 1,2 g de géraniol sans courir le moindre risque. Au-delà, c'est dangereux. Ensuite, quel est le raisonnement? Par pulvérisation, qu'est-ce que j'ai? Par pulvérisation, ici, j'ai 0,15 ml de parfum. Quelle est la masse de parfum, du coup, que je me mets dessus quand je fais une pulvérisation? Eh bien, c'est ce volume fois la masse volumique, ça me donnera, du coup, la masse de parfum. La masse volumique de parfum, elle est donnée tout à l'heure, là. Ah non, elle est où? Ah bah oui, elle est là, pardon. Oula, j'ai bugué. En fait, elle est ici. La densité du parfum est égale à 0,84, c'est-à-dire que la masse volumique du parfum divisée par la masse volumique de l'eau est égale, du coup, à la densité. Donc si D c'est 0,84, ça veut dire que masse volumique du parfum divisé par masse volumique de l'eau, ça fait 0,84. Et ça, je le mets en milligrammes, en grammes par millilitre, ce qui veut dire que celle de l'eau c'est 1, donc ça me fait que masse volumique du parfum est égale à la densité fois la masse volumique du corps de référence, donc de l'eau, et ça me donne du coup que V parfum fois masse volumique du parfum est égal à V parfum fois masse volumique du parfum fois V parfum fois densité du parfum fois masse volumique de l'eau. Et là ça me donne 0,15 fois 0,84 fois 1 et ça me donne 0,13. Là c'est en grammes par contre, vu que les masses volumiques étaient en grammes par millilitre. Mais un parfum en fait, sa masse contient seulement 0,001% de géraniol en masse. Ça veut dire que pour la masse de parfum que je m'injecte que je me pulvérise par pression sur le bouton là. Donc quand vous prenez votre parfum, voilà, à chaque fois vous faites le pchit, c'est une pulvérisation. À chaque fois je fais le pchit, je m'envoie 0,13 g de parfum, mais parmi ces 0,13 g, il y a 0,001% de géraniol, soit 0,001% de 0,13 g. Donc 0,001 fois 0,13 divisé par 100. Et ça me donne 1,3, 10-6 grammes. Donc c'est quasiment rien. Ça, c'est ma masse de géraniol que je me mets dessus. Ok? Mais ça correspond du coup à combien de pulvérisation max? Et bien pour avoir un nombre de pulvérisations max, il va falloir, et je le pose comme étant égal à n max, c'est la masse maximum que je peux faire divisé par la masse de géraniol que je me mets dessus par pulvérisation. Et ça me donne un nombre qui est très grand, 1,0 environ 10 puissance 6. Ça veut dire que en gros, mon parfum, je peux le pulvériser 1 million de fois sur moi avant d'avoir des problèmes. Déjà, votre parfum, il ne pourra pas faire 1 million de pulvérisations, déjà. Mais il y a un truc qui va pas, c'est que les 65 kg, elles vont pas toutes être parfumées. En général, je sais pas vous, mais je mets pas du parfum dans les yeux, sur les cheveux, enfin pour ceux qui en ont. J'en mets pas sous les bras, j'en mets pas dans des endroits inappropriés. Pas sur les pieds, pas sur le cul. Donc au bout d'un moment, la zone que je vise, enfin moi perso, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est le coup quoi. Allez, peut-être il y en a, ils en mettent sur la paume des mains aussi. Il y en a qui. Voilà. Après, je juge pas. Mais ça veut dire que ces zones, en fait, elles ne font pas 65 kg. Donc, la masse corporelle, en fait, de base, elle est biaisée. Et du coup, mon nombre là, il est méga surévalué à ce qui est réel. Donc, prenez la zone où on met vraiment le parfum, pesez cette zone pour avoir la masse, et là, on en reparlera. Voilà. Donc, en fait. Ce résultat n'a pas vraiment d'intérêt scientifique. Voilà, pour la correction d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues pour essayer de comparer et essayer d'avoir un petit peu de compassion pour ceux qui l'ont passé hier, leur bac, parce que vous avez vraiment eu de la chance.